7 moines trappistes enlevés en Algérie, un enlèvement non revendiqué. Ce soir, le Quai d'Orsay demande une nouvelle fois aux ressortissants français de quitter le pays. La maladie de la vache folle, Bruxelles confirme l'embargo, Londres proteste et les consommateurs français commencent à se méfier. La Corse déclarée zone franche, le détournement d'un avion d'Égyptair sur la Libye avec 35 Français à bord, détournement terminé, la condamnation à perpétuité de l'assassin d'Yitzhak Rabin et la course à la présidence de l'UDF avec ce soir comme invité François Léotard. François Léotard, bonsoir. Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Les recherches se poursuivent en Algérie pour tenter de retrouver les 7 religieux français, 7 trappistes enlevés dans la région de Médéa, au sud-ouest d'Alger. Les islamistes du GIA sont très présents dans cette région. L'enlèvement a été qualifié d'odieux par le Quai d'Orsay et condamné par le fils algérien. Philippe Rochaud et Alain Chalvron. Le monastère Notre-Dame de l'Atlas est le dernier site chrétien d'Algérie où l'on ait entendu sonner les cloches, car aujourd'hui les églises font silence. C'est ici que les 7 moines trappistes ont été enlevés à 1 h du matin. Les groupes islamistes armés sont très actifs dans cette région de montagne. Une centaine d'entre eux auraient été tués dans des accrochages ces 3 derniers jours, précisément dans cette région de Médéa où a eu lieu l'enlèvement. Parmi les 7 trappistes enlevés se trouve le père supérieur Christian de Chergé, mais les hommes voulaient surtout enlever le frère médecin afin qu'il soigne un de leurs blessés. Tous ces religieux savaient le danger qu'ils couraient. Il y a eu d'abord en septembre 1993 le massacre des Croates. 13 Croates qui étaient tout juste à côté d'eux. C'était des Croates chrétiens qui allaient au monastère. Donc la question s'est posée à ce moment-là. Depuis ce temps-là, il y a eu 11 religieuses qui ont été tuées, normalement 2 par 2, dans les lieux où ils travaillaient normalement. À chaque fois, la question s'est posée. Alors, il s'agit de savoir est-ce qu'on continue notre présence, notre témoignage, ou bien si on fait le jeu des violents. Dans la nuit de Noël, il y a 2 ans, un groupe était venu, un groupe armé était venu durant la nuit, ils avaient réuni tous les frères, et ils avaient exigé des frères une collaboration. Collaboration au point de vue du médecin qui devrait aller dans la montagne, point de vue argent, et quel point de vue aussi. Et les frères ont refusé, ont dit non, nous ne pouvons pas. Depuis 1993, 11 religieux, dont 7 Français, ont été tués dans des attentats. Mais ces hommes et ces femmes de foi ont tous décidé de continuer d'aider la population algérienne. Près de 300 religieux étrangers vivraient encore en Algérie, mais régulièrement, ils enterrent un des leurs. L'enlèvement des 7 religieux français montre les limites de l'action du nouveau gouvernement qui avait promis que la paix civile reviendrait après l'élection présidentielle. Philippe Rochaud, vous le disiez, donc depuis 1993, 109 étrangers, dont 32 Français, ont été assassinés dans des attentats attribués aux islamistes, parmi eux 11 religieux, et c'est bien sûr le GIA qui a revendiqué la plupart de ces assassinats ou de ces attentats. Claude Pierre, vous êtes le représentant des Français en Algérie, vous connaissiez bien ces moines trappistes puisque vous aviez vous-même séjourné dans leur monastère. Oui, on a séjourné plusieurs fois dans leur monastère, en particulier nous sommes allés avec des personnes âgées pour Pâques. Ces trappistes témoignaient de l'amour qu'ils avaient pour l'Algérie, pour son peuple, et c'était aussi le lien du dialogue islamo-chrétien. Et alors malgré, ils avaient peut-être eu des menaces, ou en tout cas des mises en garde de la part des autorités algériennes, et malgré tout, ils avaient choisi de rester là. Je pense qu'il n'y a pas eu de menace, mais leurs témoignages, ils sont là-bas depuis 1934, et leur témoignage, c'est aussi leur aide à la population locale, aussi bien au point de vue médical qu'au point de vue social, qu'au point de vue agricole. Ils étaient bien intégrés par la population. Ils étaient totalement intégrés par la population. C'était d'ailleurs le seul recours pour des populations de montagnards extrêmement isolées. Alors on dit, semble-t-il, que les gens qui les auraient enlevés voulaient peut-être prendre le médecin qui se trouve parmi eux. C'est un petit peu ce que vous pensez aussi? Oui, mais ce médecin, il a 87 ans. Je crois qu'il ne pourra pas aller très loin dans la montagne. Et il savait très bien que s'ils entraient sans armes dans ce monastère, ils auraient été soignés. Alors, ça fait de nombreuses fois qu'on entend le Quai d'Orsay dire aux Français, toujours présents en Algérie, de rentrer. Comment se passe ce retour en Alors, France? le grand problème du retour, c'est qu'il y a eu des efforts faits en particulier par le CEFR, mais à partir du 1er juillet 1996, l'aide forfaitaire qu'ils obtenaient est supprimée. D'autre part, ils laissent tout en Algérie, leur appartement, leurs biens, leur mobilier, et il n'y a aucune indemnisation de prévue et aucun
aucun dialogue entre les autorités françaises et algériennes pour résoudre ce problème. Donc entre la menace de la mort en Algérie, mais la sécurité matérielle, et la misère en France, eh bien, on choisit souvent. Vous voudriez que d'autres choses soient faites en France pour accueillir ces personnes-là? Oui, il faut qu'on prenne véritablement en compte ce qu'ils ont en Algérie et qu'on puisse les réinsérer au moins au niveau du logement et de l'emploi. Mais il y a aussi ceux qui restent là-bas, il faut mieux s'en occuper, les autorités consulaires se préoccupent davantage d'eux parce que ce sont les derniers témoins des liens entre la France et l'Algérie. Merci beaucoup. Dans leur communauté d'origine en France, c'est bien sûr le choc comme à Dijon, dans cette communauté où on connaissait bien ces religieux. Reportage d'Éric Monnier et de Jean-Luc Quérec. Fondée en 1098, l'abbaye de Cîteaux est à l'origine de la congrégation des moines trappistes. C'est à cette même congrégation qu'appartiennent les moines de Notre-Dame de l'Atlas. Un ordre avant tout contemplatif, mais qui mène aussi une activité agricole. En Algérie, ce sont les vergers. Ici, la fabrication de fromage. Ce matin, à Cîteaux, les moines ont appris l'enlèvement des leurs, un peu avant que la nouvelle ne soit rendue publique. On pouvait s'attendre à un événement de ce genre-là, sans pour autant penser qu'il était inéluctable, mais enfin... Des abbayes trappistes, on en trouve un peu partout à travers le monde, en Amérique latine ou en Afrique, au Rwanda par exemple. L'assassinat en Algérie de Père Blanc il y a 2 ans avait fait réfléchir toute la communauté. Mais les moines de Notre-Dame de l'Atlas avaient choisi de rester. Ils savaient que de part et d'autre, dans la population, y compris d'ailleurs du côté du GIA sans doute, ils avaient des personnes qui comprenaient leur position, qui les respectaient et ils se disaient qu'ils pouvaient être des hommes de paix, favorisant la paix là-bas. Quelques photos un peu jaunies, voilà le monastère de Notre-Dame de l'Atlas dans l'album de l'abbaye de Cîteaux. Il y a 1 an, Don Christian, supérieur de l'Atlas, était venu rencontrer ses frères ici. Il avait insisté sur la grandeur de Dieu dans l'islam, le sens oui, de la grandeur de Dieu. À nos frères les hommes, que la violence et la haine agressent de toutes parts, à nos frères de l'Atlas, donne, Seigneur, de recevoir de toi le courage de l'espérance. Ce soir, à l'heure des vêpres, les 40 moines de l'abbaye de Cîteaux ont prié pour leurs frères trappistes, mais aussi comme tous les soirs, pour tous ceux qui souffrent à travers le monde. Le détournement d'un Airbus A310 d'Égyptaire entre Luxor et Le Caire, l'appareil qui transportait 153 personnes, dont 35 Français, s'est posé en fin d'après-midi à Tobrouk, en Libye. Les pirates de l'air, qui étaient visiblement au nombre de 2, auraient demandé un moment la levée du bouclage des territoires palestiniens par l'armée israélienne. Mais selon une source égyptienne, ils se sont rendus. En Israël, Yigal Amir, l'assassin de Yitzhak Rabin, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. L'État d'Israël est une monstruosité, a crié Yigal Amir en apprenant ce verdict. Martine Laroche-Joubert. Le rire d'Yigal Amir au banc de l'accusé le jour de son châtiment, une blessure de plus dans la mémoire meurtrie des Israéliens. Un rire comme un défi. Jusqu'au dernier moment, Yigal Amir affirme avoir tué Yitzhak Rabin pour le salut d'Israël. Puis son rire se fige à l'énoncé de la sentence, la perpétuité. Sans un mot, il écoute le juge Edmond Lévy rejeter ses arguments bibliques et s'interroger douloureusement. Le mal n'a peut-être pas été déraciné, nous entendons de nouveau s'aiguiser les couteaux. À l'issue du verdict, Yigal Amir ne rit plus. Il tente de prononcer quelques mots avant d'être entraîné hors de la salle. Son père, un juif orthodoxe qui le soutient, n'ajoutera rien. Un procès avec bien des questions en suspens. Comment Yigal Amir, ici dans une reconstitution de l'assassinat, a-t-il pu déjouer le système de sécurité? La commission d'enquête officielle rendra ses conclusions demain. Enfin, ces quelques fleurs sur la place où Yitzhak Rabin a été tué ne font pas oublier les ombres de ceux qui, avant le 4 novembre 1995, entretenaient ici une atmosphère d'incitation au meurtre. Ceux-là ne seront peut-être jamais jugés. À l'issue d'une réunion interministérielle à Matignon, Alain Juppé a annoncé que la Corse serait déclarée zone franche, une mesure destinée à relancer l'activité économique de l'île. Michel Fine. C'était une réunion d'étape entre ministres. 2 mois et demi après la visite de Jean-Louis Debré sur l'île, 15 jours avant l'expiration de la trêve décrétée par le FLNC, le gouvernement vient d'annoncer une série de mesures économiques. Pour relancer l'activité économique de l'île, et pour prendre en compte sa spécificité,
le Premier ministre a décidé le principe d'une zone franche s'appliquant à l'ensemble de la Corse. Les modalités du projet seront discutées avec les élus, mais il a déjà ses détracteurs. Pour cela, zone franche égale paradis fiscal. Globalement, les mesures annoncées par le gouvernement devraient satisfaire une partie de la mouvance nationaliste. L'une de ses revendications fondamentales est accordée l'enseignement de la langue corse. Elle fait partie, dit le communiqué, du patrimoine culturel national. Enfin, les agriculteurs de l'île, eux aussi, ont de quoi être satisfaits. Le gouvernement vient d'annoncer que les primes à la vache, tant décriées et supprimées par Bruxelles, seront rétablies. Sur le procès Testu à Béthune, le jugement a été mis en délibéré jusqu'au 1er juillet. L'affaire de la vache folle, côté britannique, la situation est encore plus préoccupante maintenant. Toute la filière viande est touchée et des milliers d'employés se trouvent déjà au chômage technique. Maryse Burgot et Nathalie Gallet sont allées dans le comté de Somerset, à l'ouest de Londres, l'une des régions les plus agricoles de l'Angleterre. En 6 ans de métier, David Corp n'avait jamais vu ça. D'habitude, pour ce chauffeur routier, les cadences de livraison du bétail sont plutôt difficiles. Mais ici, depuis l'affaire des vaches folles, on ne transporte plus aucun bovin vivant. Manque à gagner considérable pour les transporteurs du Somerset, région agricole par excellence. Depuis plusieurs jours, les camions sont tous à l'arrêt et leurs chauffeurs sont aux abois. Rien ne bouge, on n'a rien à faire, ce sera bientôt le chômage technique et plus de salaire pour personne. Pas plus d'optimisme du côté de l'employeur, un important transporteur anglais pas mécontent d'expliquer à des Français que ce boycott, c'est la ruine d'une partie de la filière agricole anglaise. Beaucoup d'abattoirs ont déjà fermé et les employés ont tous été renvoyés chez eux. De fait, les problèmes économiques redescendent comme cela, jusqu'aux éleveurs. À quelques mètres de là, sur le plus gros marché aux bestiaux de la région, un autre professionnel se morfond. Il est patron de ce marché. Le mercredi est habituellement ici un jour d'effervescence. Or, il n'y a aujourd'hui ni vendeurs, ni acheteurs, ni bêtes. Le problème le plus grave, c'est que les abattoirs ne peuvent plus écouler la viande des bêtes qu'ils ont déjà tuées. Alors bien sûr, évidemment, ils ne viennent plus sur les marchés pour acheter. Sur ce seul marché, 23 personnes ont été placées ce matin en chômage technique. Si la crise persiste, il est clair qu'ils seront dans quelques jours plusieurs milliers. Et cette crise commence également à avoir des répercussions en France, chez les agriculteurs, les producteurs de viande bovine, comme vous allez le voir sur ces images, sur le marché ce matin de Parthenay, dans le Poitou, où les acheteurs de viande bovine se font de plus en plus rares et où le cours des vaches est en train de baisser. Autre exemple, à Rungis ce matin, le marché commence à être engorgé, la viande bovine ne se vend plus, ou en tout cas moins. Là, la viande aussi aurait chuté de 30%. Sur cette désaffection des consommateurs, le reportage à Bordeaux de François Privat. Effort important sur l'affichage des provenances de la viande dans cet hypermarché de la banlieue de Bordeaux. Mais le consommateur reste plutôt méfiant. Surtout que des étiquettes. Bon, il y a une étiquette qui garantit, mais je dis, dans les steaks hachés, congelés ou des trucs comme ça, d'où est-ce que ça vient, on n'en sait rien. Ici, depuis le début de la semaine, les ventes de bœuf ont chuté de 30 à 40%. Confrontés à leur stock, les responsables de cette grande surface préfèrent pour l'instant stopper leurs commandes, au grand désarroi de leurs fournisseurs. C'est mal parti pour toute la filière viande, que ce soit en amont et chez nous. En amont, parce que beaucoup d'usines vont, je pense, avoir de gros problèmes d'ordre personnel et chez nous éventuellement aussi. Même type d'inquiétude dans cette boucherie de quartier. Pas de prime de confiance à la qualité artisanale, la psychose autour du bœuf ne profite pas aux petits commerçants. Une psychose prononcée sur la viande en général et sur le bœuf en particulier. Vraiment flagrante, c'est ces 48 heures précédentes, là, avec une baisse vraiment de 20 à 30% suivant les boutiques. Stable pour l'instant, le cours du bœuf devrait néanmoins chuter avant la fin de la semaine. Qu'en est-il maintenant dans la restauration collective, dans les cantines, les restaurants universitaires? Les étudiants restent sereins, semble-t-il, vous allez voir. Il faut dire que toutes les précautions sont prises dans les restos U. Jeff Wittenberg et Philippe Deslandes. On les appelle les restos U, la cantine ordinaire de milliers d'étudiants. Ici, on a l'habitude de manger copieux, bon marché et en principe, on a confiance. On mange toujours de steak haché. Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où ils proviennent, quoi. Le fait est là.
Mais on a assez confiance pour... Enfin, ouais, la confiance... À mon avis, il y a des gros délires là-dessus, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ça fait 10 ans qu'on en parle, ça ressort cette année, bon, bah, c'est bien. Steak haché, entrecôte, hamburger, sur 2500 repas quotidiens, du bœuf, il y en a à toutes les sauces au gré des menus. Et sa consommation n'a pas baissé depuis que l'on parle des risques pour la santé. L'information pourtant n'est pas toujours connue des professionnels qui n'ont que certaines garanties. Conservation, température, tout. Et la provenance? Oui, CE. CE sans plus de précision. Sans plus. Des précisions que l'on va trouver quelques étages plus bas. La chambre froide de l'établissement. Les quartiers de viande conservés sous vide à plus 2 degrés sont censés provenir d'un élevage irréprochable. Il s'agit exclusivement de viande de France. Pourquoi vous le voyez que c'est de la viande de France? Parce que le fournisseur me le garantit, mais dessus c'est pas écrit. Le label viande française n'est pas encore apposé, mais les fournisseurs ont effectivement pris les devants. L'origine non britannique est désormais certifiée. Côté consommateur, de toute façon, la sérénité est de mise. Il est même parfois permis d'en sourire. Entre ce que je fume, ce que je bois, ce que je respire dehors, le risque que je sois contaminé avec ça, franchement... La psychose de la vache folle, manifestement, n'a pas franchi la porte des cantines étudiantes. Et aux Pays-Bas, 64 000 bovins originaires de Grande-Bretagne seront abattus dans les jours qui viennent. L'Allemagne a également renforcé ses contrôles, Bonn qui, bien avant la crise, s'inquiétait déjà de la qualité de la viande anglaise. De nouveaux cas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui frappe les humains ont été décelés en France sur des personnes relativement jeunes. Ces cas sont rigoureusement répertoriés, observés par des spécialistes de l'INSERM. Mais d'après le docteur Annick Alterovitch, ils ne seraient pas dus à une contamination par la maladie de la vache folle. Explication, Caroline Glorion. Tout savoir sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Cette unité scientifique française s'y emploie depuis 5 ans. Le recensement de tous les cas diagnostiqués sur le territoire, 50 aujourd'hui, un nombre qui n'a d'ailleurs pas varié depuis 5 ans. Ils sont répertoriés et étudiés afin de mieux connaître la maladie. Dès qu'un cas est signalé, des médecins enquêteurs vont rencontrer les neurologues qui suivent les patients afin d'obtenir des observations cliniques très détaillées. Les familles sont elles aussi interrogées. Il s'agit de connaître précisément les conditions d'apparition de la maladie, les antécédents familiaux, les habitudes de vie, toutes les informations utiles pour faire des comparaisons. L'Italie, la Hollande, l'Allemagne et la Grande-Bretagne possèdent eux aussi des unités de recherche scientifique. Les équipes européennes qui travaillent sur cette maladie se rencontrent et échangent leurs données. Et puis entre 2 réunions, bien aussi nous transmettons par les différents moyens de communication actuels des informations sur les cas que nous étudions pour être sûr justement qu'il ne se passe rien de particulier dans aucun pays. Un cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob identifié dans la région lyonnaise et qualifié de suspect dans le journal Le Monde cet après-midi était bien connu par l'équipe de l'INSERM. Ce cas n'a rien de particulier. Nous avons des cas semblables depuis plusieurs années, aussi bien dans notre pays que dans tous les autres pays européens. Donc on ne peut pas dire que ce cas soit plus suspect d'avoir été transmis ou en tout cas d'avoir été contaminé par les bovins anglais malades? Absolument pas, absolument pas. La collaboration entre les équipes scientifiques européennes est plus que jamais à l'ordre du jour. Et dans le climat actuel, tous attendent les résultats de l'étude anglaise qui doivent être publiés dans les jours prochains. La maladie de la vache folle n'est en principe pas au menu de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne vendredi à Turin, mais elle pourrait malgré tout être évoquée. Jacques Chirac a annoncé que la France était favorable à une aide financière à l'Angleterre en cas d'abattage massif de bétail. Dans les Hauts-de-Seine, c'est un jeune lycéen de 17 ans qui était placé dans une famille du Val d'Oise et mis sous contrôle judiciaire. Il avait agressé son proviseur qui voulait l'exclure de son lycée. Cette décision intervient alors que l'on débat à l'Assemblée d'une réforme de l'ordonnance de 45 sur la délinquance des mineurs. Le projet plus répressif prévoit de raccourcir les procédures, un projet contesté par le Parti socialiste pour lequel il faut mettre d'abord l'accent sur l'éducation et la prévention. À Mantes-la-Jolie, une politique de prévention est justement menée depuis déjà 4 ans en association entre la police et les professeurs. Résultat, une baisse de la délinquance de 30%. Chantal Kimerlin et Patrick Deschmaker. Tous les jeunes l'appellent ici Moustache. Dans la police, c'est le major Guyot. Un policier du Val-Fouré qui connaît sa zone comme sa poche. Ici, il ne choque personne quand il arpente la cour du collège. 650 élèves, dont 40 difficiles, il a le contact avec tout le monde. À partir des 5e et 4e,
Vous aurez donc le petit diplôme pour conduire les mobylettes. Au moindre avis de tempête, l'école l'appelle et il arrive. Lorsqu'il y a un conseil de discipline ou quelquefois, comment dirais-je, un conseil de classe assez mouvementé, le proviseur, le principal nous prévient, nous effectuons des patrouilles à l'extérieur, nous prenons contact et généralement ça se passe très bien. Violence contre les profs, tirs de balles, voitures brûlées, locaux saccagés, c'était il y a 4 ou 5 ans. Depuis, la police sait tout ce qui se passe à l'école. Donc, monsieur Parot, alors. Toi, je t'ai jamais vu, toi, t'es où, toi? Non, lui, il est en 6e, il vient de venir. En 6e, tu viens de venir, toi? 11 000 élèves, de la maternelle au lycée, mis sous haute surveillance. Les bandes, les meneurs sont repérés, les trafics connus. L'école et la police n'ont pas hésité à appliquer des principes rigoureux. Rapidité dans l'intervention, détermination, puis aussi, pour les meneurs, choisir, cibler quelques meneurs et exercer une répression avec la plus grande fermeté pour cela. Souvent, plusieurs fois par semaine, le commissaire rencontre le principal du collège. Ce qui aurait pu choquer le monde enseignant il y a quelques années semble être aujourd'hui entré dans les mœurs. La police n'a plus du tout cette préoccupation exclusivement répressive qu'on a bien voulu lui prêter. L'éducation nationale n'a plus cette vocation non plus d'exclure les élèves qui ne travaillent pas. Donc on travaille les uns et les autres dans la même perspective. Comment redonner à ces jeunes un avenir? Bilan scolaire face au calme revenu, les équipes d'enseignants sont soudées et stables. On ne demande plus systématiquement d'être mutés loin du Val-Fouré. Vous posez les questions que vous voulez. Mais si vous faites une bêtise... Alain Juppé a présenté en Conseil des ministres le mémorandum que proposera la France au sommet de Turin, un mémorandum qui plaide pour une Europe encore plus sociale. Parmi les dispositions de ce texte, certaines visent la lutte contre la drogue. La France accuse les Pays-Bas de laxisme en la matière. Il faut dire qu'en Hollande, on peut consommer mais aussi produire du cannabis et de la marijuana. Jacques Cardoz et Christophe Hérault. Il a bien voulu nous montrer sa réserve personnelle. Dans sa cave, des lampes, des dizaines de plants, de quoi fumer du cannabis pendant plusieurs mois. Une pratique interdite aux Pays-Bas, mais finalement tolérée puisque la police ne se déplace qu'en cas de plainte du voisinage. Je le fais pour moi et pour personne d'autre. Beaucoup pensent que je suis à la tête d'une organisation et que je vends à des amis, mais c'est faux. Les producteurs consommateurs sont de plus en plus nombreux actuellement en Hollande, 5% des usagers. Wernhart les a bien aidés. Il fut le créateur du premier coffee shop d'Amsterdam. Il est aujourd'hui à la tête d'une véritable entreprise. Son commerce propose toutes les variétés de plants. Il est ouvert à tous ceux qui ont une carte de membre du club. Sa société vend également des machines à couper la résine de cannabis. Bref, tout ce que l'on peut imaginer pour produire chez soi se trouve ici, en plein cœur d'Amsterdam. Alors forcément le pays attire les étrangers. C'est ce que l'on appelle le tourisme de la drogue. Avec ses 1200 coffee shops, nombreux sont ceux qui viennent s'approvisionner ici. Cette fondation, par exemple, se propose d'orienter les usagers étrangers, ceux qu'elle considère comme des réfugiés de la drogue. On a d'ailleurs calculé que d'ici l'année 2000, avec la répression qui continue dans notamment les États-Unis et la France, on aura quelques 25 000 réfugiés. Ce qui fait que nous, on pense que les Pays-Bas ont tout intérêt à essayer de résoudre ce problème ensemble avec les autres pays, notamment d'Europe. Le mémorandum français doit avancer une série de propositions en matière de lutte contre les stupéfiants en Europe. Reste à savoir si les Pays-Bas seront réceptifs à une politique qu'ils jugent loin de la leur. La campagne pour la succession de Valéry Giscard d'Estaing à la tête de l'UDF, si l'ancien président de la République n'a pas encore fait connaître son choix, Alain Madelin, lui, est plus clair. Il affirme partager les mêmes ambitions que Valéry Giscard d'Estaing. Alors avec nous ce soir, nous allons retrouver François Léotard. François Léotard, bonsoir. Vous êtes le président du PR. Vous réclamez vous aussi la même filiation que M. Madelin ? Oui, bien entendu. L'UDF a été fondée par Valéry Giscard d'Estaing il y a bientôt 20 ans. Et nous avons à poursuivre et à aller au-delà de ce qui a été fait. Pendant 20 ans, ça a été une sorte de cartel électoral. Il faut maintenant que ça devienne une famille de pensée où les différents courants se conjuguent pour avoir un message politique clair. Donc il faut aller au-delà. Aller au-delà, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire changer l'UDF, ça veut dire la faire éclater, ça veut dire réussir à la réunir, à la réunifier après la campagne? Ça veut dire la réunir, bien entendu, davantage que ça n'est le cas aujourd'hui. Ça veut dire lui donner une identité plus forte.
ça veut dire respecter chacun à l'intérieur de l'UDF afin que personne ne s'en aille, et ça veut dire lui donner un message politique qui soit compris par les Français. Tout ça, nous avons encore à le faire, c'est devant nous, et j'ai bien l'intention de le faire avec un esprit d'équipe, comme je l'ai dit depuis le début de cette campagne, c'est-à-dire en associant chacun à ses objectifs. Vous trouvez qu'il serait bon que Valéry Giscard d'Estaing se prononce maintenant ou... Bon, je crois que c'est bien qu'il dise un petit peu quel est le fond du message politique de l'UDF. Je crois que s'il se prononce sur les personnes, à mon avis, il sort de son rôle. Enfin, c'est son choix, c'est à lui de choisir ce message. Mon sentiment est que nous avons besoin d'une expression politique venant de lui-même, je pense à l'Europe, par exemple, forte, nous disant, ben voilà un peu ce que je souhaite comme message politique pour l'UDF. Ça, c'est utile à la fois pour l'UDF, mais bien au-delà pour les citoyens français. Est-ce que vous pensez qu'il aura encore sa place dans l'UDF? Oui. Oui. Quel genre de place? C'est bien sûr à lui de choisir son rôle, mais moi je souhaite qu'il aide le futur président à accomplir son mandat. C'est-à-dire qu'il lui donne les conseils nécessaires et puis qu'il puisse continuer à s'exprimer, encore une fois, notamment sur le sujet européen. Nous entrons dans une phase où l'Europe va être dans les esprits de chacun, de chaque concitoyen, et il faudra bien qu'il donne quelques orientations. C'est un des grands Européens de ce pays, eh bien nous l'écouterons. Alors si vous voulez, on va un petit peu changer de sujet. Vous êtes exprimé sur la fin éventuelle du service militaire et vous avez parlé de dérive monarchique à ce propos-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous visiez M. Chirac qui penche pour une fin du service militaire? Non, non, pas du tout. J'ai dit que simplement cette question-là, c'est l'affaire du Parlement. Ça aurait pu être l'affaire du peuple. D'ailleurs, ça a été une bonne idée, si la Constitution l'avait permis, que de consulter les Français, car c'est une affaire nationale forte. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit être soumis au Parlement sous la forme d'une loi. Or, je crois que ça va être le cas. Et il ne faut pas dire avant même que le Parlement n'ait été consulté que la question est tranchée. Il faut d'abord que le Parlement délibère. Alors ça, c'est en cours, et je souhaite que nous soyons une grande démocratie dans laquelle le Parlement, les droits du Parlement sont respectés. Une dernière petite question pour revenir à l'UDF, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant des clivages et des différences. Est-ce que vous pourriez expliquer quelle est la différence entre, je dirais, la tendance Madeleine et la vôtre? Moi, je mène une campagne d'équipe, c'est-à-dire en associant le maximum de gens pour le succès de la réforme de l'UDF. C'est la première différence. La seconde différence, c'est que je crois que le positionnement qui est le mien est au cœur même de l'UDF et qu'on ne peut pas rassembler l'UDF en étant à sa périphérie, à l'extrême. Et enfin, troisièmement, je crois que la France a besoin aujourd'hui d'un message fraternel et que l'UDF peut être porteuse de ce message. Non pas un message brutal, autoritaire, dur, mais fraternel. Car il y a aujourd'hui beaucoup d'injustice en France, beaucoup de pauvreté, et c'est à nous probablement de reprendre le flambeau d'une France plus fraternelle. Monsieur Lothar, merci. Et puis donc, élection dimanche à Lyon. Merci. Le responsable de la police de la DICILEC, l'ancienne police de l'air et des frontières à Roissy, a été mis en examen aujourd'hui. C'est le 3e policier à être inculpé dans cette affaire d'immigration clandestine avec l'Algérie. Du changement à l'UNEDIC, la recherche d'un emploi devrait être confiée à la NPE et tout ce qui touche aux indemnisations réservé aux ACEDIC, une mesure destinée à améliorer l'efficacité des caisses. Laurent Bailly et Marc Michel. Aujourd'hui, quand on est au chômage, il faut d'abord s'inscrire à la NPE, puis aller voir les ACEDIC pour toucher son indemnisation lorsqu'on y a droit, puis retourner régulièrement à la NPE pour décortiquer les offres d'emploi. Mais demain, on s'inscrira directement aux ACEDIC avant d'aller consulter les agents de la NPE. À vrai dire, ce nouveau système existe déjà, à titre expérimental, par exemple ici dans le Val d'Oise. D'ailleurs, le directeur des ACEDIC s'en félicite. Ce système, dit-il, simplifie la vie des chômeurs. Parce qu'ils seront servis plus rapidement, parce que l'information sera meilleure et qu'ils éviteront d'être écartelés entre deux organismes dont ils ne connaissaient pas toujours très bien quelles étaient les fonctions. Les chômeurs, eux, sont partagés sur ce nouveau système. Moi, je trouve qu'ici, c'est plus facile ici, parce que ça, c'est plus rapide, quoi. C'est plus compliqué pour moi, parce que seulement pour faire une inscription, je suis obligé de passer ici, ensuite aller à l'agence. Le vrai problème, c'est que cette nouvelle procédure pourrait dissuader les jeunes chômeurs de faire des démarches systématiques en direction de la NPE. Du coup, les syndicats dénoncent une manœuvre politique. Des gens qui sont de fait au chômage, qui sont venus s'inscrire à la CEDIC, mais qui n'apparaîtront pas dans les chiffres, puisqu'ils ne seront pas venus à la NPE et que leur inscription ne sera pas prise en compte. Donc ils sortiront des chiffres du chômage, ce qui provoquera une baisse fictive des chiffres du chômage. À Argenteuil, c'est 10%. En tout cas, la généralisation de cette expérience n'est pas pour demain. Il faudra entre 6 mois et 1 an pour la mettre en place progressivement.
Pour la première fois, la France joue la transparence en matière de plutonium. Elle publie l'état de ses stocks dans un livre blanc. Romuald Bonan et Denis Pardano. Le document n'est pas classé top secret. Il y a un an seulement, il l'aurait été. Tout est là sur les stocks de plutonium civil issus du fonctionnement des centrales nucléaires. En tout, 206 tonnes entreposées sur le sol français, dont plus de 10% appartiennent à des pays étrangers, comme l'Allemagne ou le Japon. Une information ultra sensible jusque-là. Le plutonium, matière première de l'arme atomique, est un élément très toxique et sa durée de vie dépasse les 12 000 ans. À défaut d'utilisation pacifique, ce produit est placé en attente dans ces cylindres. 63 tonnes immergées dans les piscines des réacteurs, 87 autres en attente de retraitement à l'usine de La Hague. Enfin, 36 tonnes de plutonium retraité qui serviront à la seule utilisation civile, la fabrication d'un combustible, le MOX, mélange de plutonium et d'uranium pour 7 des 28 réacteurs français. Quand effectivement ce combustible sera utilisé dans les 28 réacteurs, alors on atteindra une stabilité des stocks de plutonium. Mais cette opération de recyclage n'est réalisée qu'à petite échelle sur ce site de Marcoule. Du coup, certains experts estiment que l'accroissement des stocks est inévitable. Si on regarde entre 1994 et 1995, une augmentation de grossièrement, à peu près 13 tonnes, c'est incroyable. C'est-à-dire ça fait à peu près 30% d'augmentation en un an en stock de plutonium civil. Un dossier très embarrassant. Aujourd'hui, c'est dans l'industrie nucléaire civile et non plus dans le militaire qu'il y a risque de prolifération. Comment se porte l'enseignement en France? Comment vont les 4056 lycées publics ou privés? Où enseigne-t-on le mieux? Quels sont les meilleurs résultats? Les ordinateurs du ministère de l'Éducation viennent de rendre leur verdict. Marie-Pierre Farkas. Où sont les bons élèves? Un bilan de 2000 pages, chiffres, analyses et compare, lycée par lycée, les prouesses et les ratés du système scolaire français. Petit cours de géographie. Les encouragements pour Metz-Nancy. Les conscrits de la région sont presque aussi instruits que leurs collègues bretons, mais surtout l'Académie réussit en 20 ans la plus fulgurante des ascensions. En 1975, un quart des élèves pouvaient espérer le bac. En 1995, 70% l'ont eu. Le ministère n'en attendait pas tant dans cet ancien bassin de la sidérurgie. Un avertissement pour l'Île-de-France et Créteil en particulier. Le palmarès d'il y a 20 ans était moyen, les résultats affichés l'an dernier sont passables. Doit redoubler d'efforts, ont dit ce matin les experts. Les félicitations du jury vont à Grenoble, académie où 80% des élèves ont empoché le bac général, c'est le record de France, région où les évaluations de CM2 et 6e sont au-dessus de la moyenne. Médaille d'or pour 8 lycées, 4 en province, 4 en région parisienne qui obtiennent 100% de réussite au bac. Bonnet d'âne pour les 61% de recalés au bachot d'un établissement dont nous tairons le nom par charité scolaire. En Nouvelle-Calédonie, le cyclone Betty semble vouloir épargner Nouméa. Après avoir fait le tour de l'île, il s'éloigne maintenant vers le large. Les dégâts, malgré tout, seraient très importants dans le reste de l'île et la France a décidé d'y envoyer des renforts en hommes et en matériel. Le salon du livre, bientôt la fermeture, c'est l'heure du bilan. Jamais salon n'avait reçu autant de visiteurs. Geneviève Moll et Éric Delagneau. Même le dernier jour, ce salon du livre n'a pas désempli. Plus de 200 000 visiteurs contre 180 000 l'année dernière ont parcouru ces allées dans lesquelles il était bien difficile de circuler. Les éditeurs sont ravis. Chez Atier aujourd'hui, les auteurs de Ratus, dans lesquels 35% des petits Français ont appris à lire, signaient à tour de bras. Et l'on jubilait. Plus d'entrées, plus de ventes aussi. Plus de ventes, combien de plus de ventes, je pense qu'on doit être à peu près, c'est pas encore complètement fini, mais autour de plus de 30% par rapport à l'année dernière. Même satisfaction chez les éditeurs de littérature générale qui affichent entre 15 et 20% d'augmentation de leurs ventes. Quant aux éditeurs de beaux livres, comme Citadel Masno, dont les livres valent environ 1000 francs, cela tourne autour de 11%. Mais la grande surprise du salon, c'est tout de même l'énorme succès du stand américain, très fréquenté et où les rayonnages ont été dévalisés. On avait l'impression que les gens découvraient, venaient à la recherche d'autres livres qu'ils n'ont pas l'habitude de voir habituellement, à la recherche d'une culture américaine qu'ils voulaient mieux connaître. Quant à l'espace multimédia, il a lui aussi fait vendre plus de livres et bien sûr plus de CD-ROM que l'année dernière.
les visiteurs qui sont venus aussi nombreux, ils sont venus faire la fête, ils sont venus acheter des livres, ils sont venus rencontrer leurs auteurs. Et c'est véritablement cette ambiance totalement nouvelle que j'ai cru constater, que nous avons constatée cette année. Cette fête, on la recommence l'année prochaine, du 12 au 17 mars. Les astronautes américains d'Atlantis se sont payés une petite balade de 6 heures autour de leur navette. Ils ont installé sur les parois des séries de capteurs pour recenser toutes les particules qui se trouvent autour de la station Mir, à laquelle ils sont, vous le savez, arrimés pour quelques jours. Un téléfilm ce soir avec un héros peu ordinaire. Dans la vie, il s'appelle Benoît, dans le film Antoine, et dans la vie comme dans la film, il est handicapé. Claude Crespo et Alain Poirier. Ah oui, il est capricieux, sa mère, dès qu'il demande quelque chose, il l'a, il fait sa mauvaise tête, enfin, mais à la longue, j'ai fini par m'habituer, et puis je l'ai trouvé très sympa en fait, compte. Il, c'est Antoine, le héros que Benoît a interprété. À son opposé, lui adore à la fois son institution, sa classe de CM2 et ses éducateurs. Tout n'est pas rose, mais les difficultés en particulier en anglais le stimulent. Je serais pas très bonne en anglais. En alternance, il y a la rééducation. Avec beaucoup d'humour, il appelle ça des moments de bonheur. Parce que, grâce à elle, Benoît, quelques minutes par jour, peut s'évader de son fauteuil. Il marche. Mais ce qu'il préfère, c'est la récré. Les parties de foot, où il joue les goals volants, sous les yeux de son éducatrice préférée. Le tournage du film a été aussi une récréation. Pas trop de nostalgie pourtant, en feuilletant avec ses parents l'album souvenir de cet événement. Il porte un regard détaché sur cette aventure. L'avenir pour Benoît, dans l'immédiat, battre son père à ce jeu vidéo. L'an prochain, la rentrée en 6e avec des enfants valides. Et côté cinéma... Si on me propose, je dirais pas non, mais j'en ferai pas mon métier. Pourquoi? Parce que c'est trop fatigant. La salle Playel à Paris va accueillir 2 soirs de suite l'un de nos musiciens les plus prestigieux et les plus mystérieux, François-René Duchâble. À 43 ans, ce pianiste entend par ses 2 concerts des 27 et 28 mars célébrer 30 ans de carrière. Luc Arzou et Didier Dahan l'ont rencontré près d'Annecy. Réfugié au bord de son lac où viennent s'échouer les racines des montagnes, François-René Duchâble prépare ses concerts ainsi, en s'abreuvant encore et encore du mystère impassible des lieux. Car ce pianiste fait figure de drôle d'oiseau dans le club très fermé des grands solistes français. Premier prix du conservatoire et concertiste dès l'âge de 13 ans, François-René Duchâble a gardé la timidité presque sauvage de ses débuts. Parfois, lorsqu'il s'entoure d'élèves, cela tient presque de l'exercice imposé, comme quelques gammes de civilité. Voilà, avec une certaine lassitude, ça fait penser à un crabe, là. Je sais pas pourquoi. Moi, ça m'apporte d'une part un contact avec des jeunes par rapport à cette vie assez solitaire de soliste. Donc, c'est une démarche très intéressée. Je m'enrichis en chaleur, mais aussi, ça m'oblige à réfléchir beaucoup plus aux œuvres. C'est-à-dire, quand on fait les choses instinctivement soi-même, c'est une chose, et puis quand on doit expliquer des choses ou répondre à leurs questions, eh bien, ça oblige à réfléchir. Et jouer, jouer inlassablement. Avant de retrouver les feux des scènes parisiennes pour fêter ses 30 ans de carrière, François-René Duchâble poursuit sa partition favorite, où noirs et blanches ont l'exigence des pentes des Alpes. Une belle performance pour l'équipe de France espoir de football. Hier soir, ils ont décroché leur billet pour les Jeux Olympiques d'Atlanta en battant, excusez du peu, l'Allemagne par 4-1. Et voilà, avec un peu de chance, le 4e but. Et une petite ronde pour finir devant donc, ce public du stade. Dans quelques instants, la météo de Nathalie Riouet. Vers 20h50, Antoine, le téléfilm dont on vient de vous parler. À 23h45, le dernier journal de Philippe Lefebvre. J'aurai le plaisir, moi, de vous retrouver à 20h demain soir. Bonne soirée sur France 2.